C'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, voici les titres. Pendant 3 jours, plusieurs participants en provenance de 21 pays d'Afrique échangent autour des meilleurs moyens de lutte contre la tuberculose. Vous suivrez la cérémonie de lancement de cet atelier dans ce journal. Célébrée le 8 mars de chaque année, la Journée internationale de la femme continue d'être fêtée en différé. Les femmes du 13e arrondissement étaient en fête ce dimanche. Elles ont célébré la Journée internationale de la femme. Nous en parlerons dans un instant. L'Égypte évolue au rythme de sa nouvelle présidentielle. Les opérations de vote ont démarré ce lundi vers 9h, un local 7h GMT, en liste de candidats dont le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, archi-favori. Voilà l'essentiel à retenir. Pour les titres, le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. 21 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se sont réunis à Cotonou et ce pendant 3 jours pour débattre de la tuberculose. Cet atelier vise le partage des meilleures pratiques et leçons apprises dans la recherche et le traitement de cas de tuberculose en Afrique de l'Ouest et du Centre. La cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier a été lancée par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Antoinette Sagbo-Efoji-Sophie aussi, pour le compte rendu. Millions de personnes développent une tuberculose active et 2 millions environ succombent à la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé et d'autres partenaires qui luttent contre cette épidémie, l'analyse des indicateurs révèle des lacunes critiques dans le dépistage et les résultats de traitement des cas de tuberculose. La situation actuelle inquiète les acteurs de la santé, d'où l'initiative d'un atelier régional sur la problématique organisé pour les 26 au 28 mars 2018 par 21 pays francophones de l'Afrique centrale et du réseau ouest africain. Pourquoi n'arrivons-nous pas à alors endiguer ce mal? Est-ce du fait de la pauvreté? Est-ce du fait de notre système sanitaire? Est-ce parce que les stratégies ne sont pas appropriées à notre niveau de développement? Malheureusement, nos pays ont très peu d'occasions pour partager leur expérience heureuse ou malheureuse et apprendre les uns des autres. C'est pourquoi je salue la présente initiative qui vise à permettre aux acteurs de premier rang de lutte contre la tuberculose d'échanger, de partager, de discuter et de planifier la mise en œuvre des meilleures pratiques pour le dépistage, le traitement des cas de tuberculose. Cette rencontre régionale est une occasion pour sensibiliser la population au dépistage et à soutenir les malades, nous dira le professeur Séverin Anagonou, coordonnateur du programme national contre la tuberculose. Vous savez, la tuberculose constitue encore dans nos pays une maladie stigmatisante. Parfois, ils viennent les déposer dans notre centre, ils ne veulent même plus revenir les voir. Donc, il est important que les gens sachent qu'il faut qu'on le dépiste. Le tuberculose, c'est une maladie qui pose des problèmes à la communauté. Et si on ne neutralise pas le bacille, ça continuera à se propager au niveau de la collectivité. Notre devise, c'est dépister et traiter. Parce qu'un malade qui n'est pas guéri continue toujours d'ensemencer le germe au niveau de la collectivité. Au Bénin, près de 4000 cas sont dépistés tous les ans et dont le traitement couvre une période de 6 mois. Ce séminaire mettra donc l'accent sur la recherche et l'innovation au cœur de la lutte contre la tuberculose. Je l'annonçais en titre, les femmes du 13e arrondissement de Cotonou ont célébré en différé ce dimanche la Journée internationale de la femme, initiée par Irène Béanzin. Cette célébration de la Journée de la femme a été soutenue par Gaston Joussou, directeur général de la Loterie nationale du Bénin. Le point avec Roland, Laurent Tonneikes et Damien Pedro. La Maison du Peuple d'Agra dans le 13e arrondissement de Cotonou a abrité la célébration différée de la Journée internationale de la femme. L'initiative est de Irène Béanzin qui a réuni les femmes venues de toutes les contrées de cet arrondissement. Elle a profité de cette fête pour sensibiliser les femmes sur les projets phares du gouvernement et les actions menées. Elle nous parle du contexte de cette célébration.
Ces femmes me sont chères. Elles sont de la 16e circonscription électorale du 13e arrondissement. Je leur avais promis qu'avant la fin du mois de mars, nous allions célébrer à notre manière la Journée internationale des droits de la femme. Au cours de la fête, nous allons échanger sur le programme d'action du gouvernement et les actions menées pour le bonheur de la population, puisque trop de contre-vérités sont dites. Nous avons un président qui n'aime pas la propagande. Nous allons donc informer toute la population sur ce qu'il fait. Au cours de son intervention, elle a mis l'accent sur les actions clés déjà menées ou en cours, notamment l'aéroport international de Glodjibé, un projet vieux de 40 ans en cours de concrétisation, les chantiers de construction de routes et bien d'autres. Elle appelle par ailleurs les femmes à croire davantage au chef de l'État et le soutenir, car selon elle, il a une bonne vision pour le développement de notre pays, le Bénin. Cette fête, organisée par Irène Béhanzin, soutenue par les jeunes, les élus locaux et les représentants de certains partis politiques, a connu la participation de Gaston Zossou, directeur général de la Loterie nationale. Pour Gaston Zossou, la construction du pays est un enjeu permanent. Il est donc important de rétablir la vérité chez ces femmes. Dans la mesure où, pendant que d'autres sont dans l'effort de reconstruction, d'autres malheureusement sont dans l'effort de complot pour handicaper l'action, pour bloquer l'essor. On est obligé de venir rétablir la vérité. Il s'agit de quoi? Il est évident que de façon intelligente, méthodique, on est en train de reconstruire ce pays sur des bases saines. Nous savons qu'au moment où on fait cet effort, c'est tout à fait normal. Il y en a qui, dans l'ombre, de manière visible, complotent pour un retour funeste. Mais ce retour, nous allons préparer pour l'amortir. La question de la reprise des cours dans nos écoles n'a pas été occultée à cette occasion. Gaston Zossou reste optimiste. Irène Béhanzin et les autres intervenants partagent cet optimisme. En termes clairs, il n'y aura pas selon eux une année blanche. Le réseau Social Watch change de main. Les rênes de cette organisation de la société civile, à l'issue de sa dernière assemblée générale élective, sont désormais tenues par une dame. Elle a nom Blanche Sonon, une nouvelle présidente du conseil d'administration de ce réseau qui œuvre pour le bien-être des Béninois par l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle dit vouloir aussi soutenir les actions du PAG, notamment dans les domaines sociaux. Laurent Roland-Tonneikes, Denis Marouya. Blanche Sonon est désormais la présidente du conseil d'administration du réseau Social Watch. Elle remplacera Gustave Assa qui a passé 2 mandats successifs de 3 ans. Elle a été élue au thème de l'Assemblée générale élective tenue à Cotonou ce samedi. Une Assemblée générale placée sous le signe de la gouvernance inclusive et participative qui impose la culture du membership. La culture du membership en mettant au cœur de la mise en œuvre des activités du réseau les membres qui doivent savoir aussi que le statut de membre impose des obligations synalagmatiques, c'est-à-dire des obligations mais aussi des droits. Si l'approche participative est respectée au niveau du bureau du conseil d'administration, Blanche Sonon déplore le non-respect de ce principe par les membres. Nous impliquons les membres qui statutairement sont des structures, donc des personnes morales, certes animées par des personnes physiques qui malheureusement ne rendent pas toujours compte. Alors que, étant un réseau de veille citoyenne, la reddition de comptes devrait être exécutée d'abord à l'interne, avant de l'exiger à l'externe. De nombreux défis attendent la nouvelle équipe qui dirigera le réseau pour les 3 prochaines années. Le défi qui nous attend, c'est primordial. Le redémarrage, le redécollage de la croissance économique pour le bien-être des communautés à la base. Au fin d'amélioration des conditions de vie des citoyens et des citoyennes. À cette fin, nous allons veiller à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, surtout dans ses volets sociaux.
La nouvelle présidente du réseau Social Watch entend accompagner également le gouvernement en tapant aux portes des partenaires au développement, car selon elle, le développement du Bénin est une cause commune. Elle revient toutefois sur le rôle qui devrait être celui de la société civile. Le vrai rôle de la société civile, c'est d'accompagner le gouvernement, de participer à l'élaboration et d'assurer le suivi et l'évaluation des projets et programmes du gouvernement. Notre credo, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations, surtout celles des communautés à la base. Mais lorsque nous constatons qu'il y a de failles au niveau de la gouvernance, nous sommes là aussi pour watcher, pour interpeller le gouvernement. Notons que la nouvelle présidente du réseau Social Watch est juriste de formation. Elle était cumulativement vice-présidente de Social Watch Bénin et vice-coordonnatrice du bureau directeur national de WILDAF Bénin. En attendant la passation de charge, Gustave Assa continue de mener ses dernières actions à la tête du réseau. Parlons religion à présent, c'est donc la semaine sainte qui démarre chez les catholiques et c'est le dimanche des Rameaux qui inaugure cette semaine comme chaque année dans le temps du carême. À l'occasion, et c'est l'entrée de Jérusalem, c'est l'entrée bien sûr de Jésus à Jérusalem et qui est ici rappelé. On y évoque aussi la passion du Christ comme a pu le constater Jonas Bouchi à Lokossa dans le département du Mono. Suivez. Dimanche des Rameaux, 5e dimanche du temps de carême, dernière semaine pour les fidèles catholiques dans leurs efforts de pénitence et de repentance avant Pâques. Pour aborder ce dernier virage dans la quête de la piété en ce temps de carême, les fidèles catholiques de Lokossa se sont retrouvés aux encablures de la Dédampe Mono avec des rameaux. Marcher de là à la cathédrale de Lokossa, c'est leur manière de commémorer l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, la ville sainte où Jésus a été à la fois glorifié et crucifié. Un contraste qui retrace l'inconstance des êtres humains dans leurs comportements quotidiens. Jésus en était bien conscient et c'est pourquoi il avait recommandé à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation. Et pourtant, ils ont succombé à la première occasion. Il leur demandait de prier. Prier pour ne pas entrer en tentation. Quelle est cette tentation? Cette tentation, c'est de fuir, de l'abandonner, de le laisser. Ils ont tous fui, ils l'ont abandonné. Même Pierre, qui a dit à plusieurs reprises, même si tout le monde t'abandonnait, moi jamais je ne t'abandonnerai. Lui aussi, il a fui. Renié par Pierre et abandonné par les autres disciples, selon l'évangile de sa passion, Jésus s'est vu confronté à l'ingratitude des hommes. Devant une pareille situation, le grand maître, bien connu pour ses répliques à la moindre occasion, est devenu très peu bavard et presque silencieux devant ses bourreaux. Un silence qui enseigne, selon l'abbé Cyprien Zissou, l'attitude que devrait adopter tout homme devant l'ingratitude de ses semblables. Cette ingratitude est de tous les jours. Celui à qui tu fais du bien, celui à qui tu as donné, tu as dédié toute ta vie, c'est celui-là, quelques instants, qui va se révolter contre toi, qui va prendre par tous les moyens pour t'anéantir, pour te détruire. À ce moment, il ne faut pas parler. On ne parle pas. Ce qu'on fait, c'est ce que Jésus nous a dit, c'est ce qu'il a dit à ses disciples. Priez, priez et priez, c'est la prière. Et donc nous aussi, dans les moments où nous subissons l'injustice, l'ingratitude des hommes, ne parlons pas, mais remettons-nous simplement entre les mains de Dieu, lui seul qui juge avec justice. Et c'est ce que le psaume responsorial de ce dimanche nous enseigne. Après la bénédiction spéciale que réserve l'Église catholique à ce dimanche des Rameaux, les fidèles ont clôturé cette messe par la prière du jubilé d'or formulée par Monseigneur Victor Agbanou pour les 50 ans de l'Église Famille de Dieu de Lokossa.
Jonas Bouchi, depuis l'Oposa, place à présent à la signification du dimanche des rameaux. Pour les catholiques, cela révèle la nature pécheresse de l'homme. Cela révèle également toute l'importance de l'amour de Dieu pour les hommes. Et c'est ce que nous dit le Père Cyprien Zinsou, vicaire à la cathédrale de l'Oposa. Suivez plutôt. Jésus qui a été acclamé par la foule en entrant à Jérusalem, c'est cette même foule qui crie à Pilate, « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Cela montre l'inconstance humaine. Nous ne sommes pas souvent clairs avec notre Dieu. Il accepte tout cela et il fait avec. Cela montre en même temps l'amour qu'il a pour nous. Malgré tout ce qu'il nous a fait, nous le remercions toujours en monnaie de singe. Mais il ne se fâche pas contre nous. Il veut que nous puissions grandir dans cet amour-là qu'il a pour nous. Et c'est en acceptant que Jésus est mort et ressuscité pour nous, en montrant dans notre vie, dans notre vécu quotidien, l'amour que nous avons pour nos frères et sœurs. Malgré l'ingratitude qu'il nous montre, nous devons, en tant que chrétiens, révéler toujours le bien dans notre vie. Notre vie doit être remplie de bien partout où nous passons. Et c'est ce faisant que nous prouvons que nous sommes vraiment les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Du Bénin, une centaine d'écoliers enlevés le 19 février par le groupe islamiste Boko Haram à Dapchi au Nigeria, dans le nord-est, et libérés cette semaine ont été ramenés dimanche à leur famille. Et chacune des jeunes filles a été appelée, puis formellement remise à ses parents, qui ont pu la récupérer après avoir signé un registre auprès des autorités. Au total, 105 des 111 étudiantes enlevées le 19 février dernier dans leur pensionnat à Dapchi avaient été libérées mercredi par leurs ravisseurs dans des conditions rocambolesques. Elles ont été plutôt déposées sur la route à l'entrée de Dapchi, selon le gouvernement, soulevant de nombreuses interrogations sur les dessous des négociations menées avec le groupe djihadiste. Suivez ici les propos des autorités et des parents. Tout le monde, tous les parents, les enseignants et toute la communauté, nous sommes très joyeux. En effet, nous sommes tous heureux. L'ensemble du Nigeria est heureux et nous soutenons pleinement tout ce que le gouvernement fait pour protéger la vie et les biens de tous les Nigériens et nous prions pour que les filles de Chibok soient bientôt libérées. Boko Haram terrorists themselves. Les terroristes de Boko Haram les ont ramenés là où ils les avaient enlevés suite aux accords qu'ils ont conclus plus tôt avec nos négociateurs. Nos négociateurs ont respecté les négociations et ensuite tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de coup, pas de maître, rien, aucun problème quel qu'il soit. J'ai Adiza Maïf Sal, ma fille, Adiza Ali, ma petite fille. Par la grâce de Dieu, je les ramènerai à l'école parce que je connais l'importance de l'éducation. Je suis instruit et je continuerai à donner une éducation à mes enfants. J'ai demandé aux parents que ce ne soit pas un cordon pour empêcher nos enfants, en particulier les jeunes filles, d'aller à l'école. Parce que c'est une épreuve que Dieu nous envoie là pour voir comment nous les parents la recevrons. Dieu nous a mis à l'épreuve. Dieu nous a mis à l'épreuve et nous avons réussi cette épreuve parce que immédiatement nous avons commencé à faire nos prières. Nous avons remercié Allah parce qu'il nous a montré le chemin quand ces gens sont venus et les ont emportés, qu'il écoute aussi nos prières maintenant qu'elles sont revenues. Les Égyptiens se rendent aux urnes ce lundi pour élire leur nouveau président. Les opérations de vote ont démarré vers 9h heure locale, 7h GMT, en liste de candidats dont le président sortant, Abdel Fattah al-Sisi, archi favori. Le scrutin doit durer 3 jours. Les scrutins doivent durer bien sûr 3 jours. Les résultats ne sont pas attendus avant le 2 avril prochain.
Et puis, en Catalogne, des affrontements opposés des militants indépendantistes et la police de cette région d'Espagne. Et c'est la conséquence de l'arrestation en Allemagne de Puigdemont, ancien président de la région, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne après qu'il a fui le pays. Je vous propose d'écouter quelques réactions. Aujourd'hui, ils ont arrêté notre président en Allemagne. Ce n'est pas du tout logique pour un homme qui défend les intérêts du peuple et le droit de vote. Aussi démocratique que le vote. Ils doivent arrêter tous les responsables politiques. Pour l'instant, ils sont répartis dans les différentes prisons espagnoles ou vivent en exil. Ça me paraît très grave qu'étant dans l'Union européenne, un membre fondateur de l'Union européenne accepte les demandes du gouvernement espagnol comme catalan et comme européen. Ça me paraît indigne. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et surtout gardez votre position en compagnie de notre télévision Eden TV et de la radio Diaspora FM 102.3.